Bonjour, ce cours sera consacré aux vaccinations obligatoires et conseillées en médecine du travail. Les objectifs pédagogiques sont d'appliquer le calendrier des vaccinations en France, de savoir conseiller une vaccination adaptée en fonction du risque individuel, collectif, connaître les contre-indications, et puis plus spécifiquement pour la médecine du travail, connaître les vaccinations obligatoires ou recommandées en médecine du travail. Donc le plan de ce cours sera d'abord pourquoi on vaccine en médecine du travail, quelles sont les vaccinations obligatoires, un rappel très succinct des textes, quelles sont les vaccinations conseillées, et on ciblera une profession que sont les soignants et deux pathologies que sont la leptospirose et l'hépatite A, avec évidemment une conclusion. Donc la première question, c'est pourquoi on vaccine? Finalement, en médecine du travail, on doit vacciner pour protéger contre les risques professionnels, tout en se rappelant que la vaccination n'est qu'un des éléments dans l'arsenal de prévention dont on dispose, et il est bien évidemment préférable d'éviter d'être exposé à des risques que de laisser les gens exposés aux risques et de les vacciner. Toutefois, la vaccination est un élément tout à fait important dans le dispositif de prévention. Donc on vaccine pour se protéger soi et on vaccine éventuellement pour protéger les autres. Alors, protéger les autres, ça peut se faire dans le cadre d'une campagne nationale, comme celle qui est menée sur la rougeole, pour atteindre un taux de couverture de 95%, ce qui permettrait de limiter la propagation de la maladie. On peut vacciner également quelqu'un qui est en contact avec des sujets fragiles, comme en milieu de soins, les patients immunodéprimés par exemple, ou les enfants pour la grippe, la coqueluche, la varicelle. On peut vacciner pour protéger les autres salariés, c'est l'exemple d'un personnel de restauration qu'on va vacciner contre l'hépatite A. Et il faut bien savoir qu'actuellement les missions des médecins du travail sont considérées comme assez restrictives puisqu'elles ne concernent que le fait d'éviter l'altération de la santé du salarié ou des autres personnes qui travaillent avec lui. Éviter l'altération de la santé des patients n'est théoriquement pas dans les missions du médecin du travail, c'est plus l'équipe opérationnelle d'hygiène ou les services d'hygiène. Néanmoins, on partage tout à fait les mêmes préoccupations. Alors, les vaccinations obligatoires ou conseillées, dans les textes, on a un certain nombre de vaccinations obligatoires que sont l'hépatite B, la tuberculose, diphtérie, tétanos, polio et, pour certains cas, la typhoïde. Et puis, le calendrier vaccinal propose un grand nombre de vaccinations conseillées, vous les voyez ici. Il y en a évidemment d'autres, la rage par exemple, que je n'ai pas mentionné. Mais il faut bien voir qu'une vaccination n'est obligatoire ou conseillée qu'en fonction de l'exposition à des risques. Par exemple, la vaccination contre l'hépatite B peut être obligatoire pour les soignants, mais peut n'être que conseillée pour les sauveteurs secouristes par exemple. Alors, et ça sera la seule diapositive sur les textes de loi, l'ancien article L10 du Code de santé publique, qui est devenu L3111-4 dans la nouvelle codification, vous le voyez, précise qu'une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins ou hébergeant des personnes âgées, donc c'est assez large, exerce une activité professionnelle l'exposant. Vous voyez que le Code du travail précise bien, et le Code de santé publique précise bien qu'il faut être exposé pour que la vaccination soit obligatoire. Donc, exposé à des risques de contamination doit être immunisé. Vous voyez qu'il n'est pas écrit vacciné, il est écrit immunisé contre hépatite B, diphtérie, tétanos, poliomyélite. La grippe avait été rajoutée dans les vaccinations obligatoires, mais cette obligation a été suspendue. Donc, pour l'instant, elle persiste dans le texte, si vous allez voir, mais en fait, elle a été suspendue par un décret. Par ailleurs, ce Code de santé publique précise que les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyse de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde. Il faut comprendre cet article comme ça n'est pas toute personne qui travaille, mais en fait les gens qui sont exposés également, donc principalement qui manipulent des selles. La cible de cet article L3111-4, c'est en fait tous les professionnels de santé et tous les étudiants des professions qui les amèneront à travailler en milieu de soins. Donc, premier élément, la vaccination contre l'hépatite B. Alors, l'hépatite B n'a pas du tout disparu, la prévalence dans la population reste importante et on estime en France qu'il y a à peu près 280 000 porteurs de l'antigène HBs, donc qui sont potentiellement contaminants, dont près de 2 tiers ignorent qu'ils sont contaminés et infectants.
Ça, c'est une étude en population générale, mais on peut se demander qu'est-ce qui se passe en milieu hospitalier, puisque la vocation du milieu hospitalier est de concentrer les malades. Et cette étude menée à Francfort il y a quelques années est intéressante, c'était le CHU de Francfort, puisqu'elle retrouvait la présence de l'antigène HBS chez 1% à 11% des patients, par exemple en médecine interne, ce qui veut dire que le risque, quand on est soignant, d'être face à quelqu'un qui est potentiellement contaminant est très élevé. Alors en France, on a des données qui sont en fait des extrapolations, puisque on a assez peu d'informations sur le nombre réel d'hépatite B aiguë, mais vous voyez que globalement, on estime qu'il y en a à peu près 2500 infections symptomatiques et asymptomatiques par an, dont un certain nombre passeront à la chronicité, j'y reviendrai. Il faut également savoir qu'en cas d'accident exposant au sang ou à des liquides biologiques contaminés par du sang, si on est vacciné, et qu'on est immunisé surtout, le risque est à peu près nul de se contaminer. Si on n'est pas vacciné ou pas immunisé, ce risque peut atteindre 45%, c'est-à-dire que vous avez presque une chance sur deux, si vous vous blessez, d'attraper une hépatite B. Ceci en fonction de la charge virale du patient, et on peut rapprocher ça de la transmission sexuelle du virus de l'hépatite B, puisque c'est une maladie sexuellement transmissible, qui est compris entre 30 et 80%, et vous voyez qu'on est dans des ordres de grandeur qui sont assez proches. Alors brièvement, mais vous le savez, l'évolution de l'hépatite B peut être marquée par des formes asymptomatiques ou des formes symptomatiques, dont un certain nombre seront des formes aiguës fulminantes, parfois mortelles, et puis un risque de passage à la chronicité avec des cirrhoses du foie et des cancers du foie. Et d'ailleurs, l'hépatite B est la principale ou l'une des deux principales causes de cancer du foie en Afrique, par exemple, où la prévalence du portage de l'antigène HBS est très élevée. Est-ce que l'hépatite B est un risque professionnel? Évidemment, mais il est bon de rappeler quelques éléments. Les premiers cas de contamination ont été décrits dès 1950, vous le voyez, c'est ancien, mais finalement, on avait des cas d'atteinte hépatique, on ne connaissait pas le virus, et il a fallu attendre les travaux de Baruch Blumberg, qui a eu le prix Nobel pour ça, pour identifier l'antigène HBS. Dans les années 70, on estimait que 25% des soignants avaient été contaminés et étaient porteurs de l'antigène HBS, et vous voyez que c'est énorme. Et quand la vaccination est apparue, une vaccination plasmatique au départ, puis un vaccin produit par génie génétique, on a vu décroître de manière très significative l'incidence et la prévalence de l'hépatite B chez les soignants. Néanmoins, il ne faut pas penser que cette maladie chez les soignants a disparu. Et vous voyez cette étude américaine qui est intéressante sur les certificats de décès des soignants, qui montrait que le fait de travailler dans le secteur de soins était associé à une mortalité chez l'homme par cirrhose, une augmentation de 10%, et vous direz qu'il peut y avoir d'autres facteurs de risque, mais décès par hépatite B, par infection par le virus de l'hépatite B, vous voyez le double de la population générale, et c'était très significatif. Et donc vous voyez que ce risque reste tout à fait réel pour les soignants. Par ailleurs, il faut considérer le fait que si on est soignant, qu'on se contamine, on expose ces patients, si on pratique un certain nombre de gestes invasifs, à une contamination soignant-soignée, et de nouveaux textes, de nouvelles recommandations sont en préparation pour éviter ce type de contamination. Alors évidemment, il y a les soignants, on l'a vu comme personnel cible d'une infection professionnelle vis-à-vis de l'hépatite B. Il y a également d'autres professions qui peuvent être exposées à des morsures, à des coupures, à des blessures, à du sang. Et vous le voyez, les pompiers évidemment, les policiers évidemment, dans le cadre d'interpellations par exemple. Mais les éboueurs peuvent également être exposés, les personnels de stations d'épuration, et c'est souvent via des aiguilles ou des seringues avec une aiguille montée qui vont traîner sur la voie publique ou éventuellement dans les déchets. Les barmen, les tatoueurs, alors là ce sont plus des histoires de chasse, mais ont été décrits comme des professions pouvant être exposées. Et puis, de temps en temps, il y a des cas auxquels on n'aurait pas pensé a priori, mais par exemple, il y a eu plusieurs épidémies rapportées chez des bouchers parce qu'ils vont partager le même outil coupant, évidemment, un couteau de boucherie, qui ne va pas être décontaminé s'ils se blessent. Et si deux personnes se blessent avec le même couteau et que l'une est porteuse de l'antigène HBS, son collègue peut tout à fait se contaminer. Ça a été décrit en Israël, ça a été décrit en France.
Alors, pour éviter tout ça, on dispose d'une vaccination que vous connaissez bien, et j'espère évidemment que vous êtes vacciné. C'est une vaccination qui marche bien. Il y a 95 à 97% de bonnes réponses à cette vaccination, donc c'est tout à fait utile, tout à fait efficace. Cette efficacité varie avec l'âge et on sait que finalement les adolescents sont ceux qui répondent le mieux. D'où l'intérêt d'ailleurs, si la vaccination n'a pas été faite dans l'enfance, d'effectuer un rattrapage à l'adolescence. Vous voyez, chez les nourrissons, les taux varient entre 90 et 95%, ce qui est déjà excellent. Mais une vaccination pratiquée dans le très jeune âge peut parfois aboutir à un échec, à une non-protection, non-fabrication d'anticorps contre l'antigène HBS. Et chez l'adulte, chez les soignants adultes jeunes, la vaccination a un bon pourcentage d'efficacité. Toutefois, il existe des mauvais répondeurs, des non-répondeurs. Alors, on définit les mauvais répondeurs comme des sujets qui vont développer un très faible taux d'anticorps contre l'antigène HBS, compris entre 1 et 10, et souvent 10 est le seuil de détection du laboratoire. On maîtrise assez mal les risques des mauvais répondeurs, mais ils sont probablement identiques à ceux des non-répondeurs. Et ce qu'on appelle non-répondeurs, ce sont des gens qui ne vont absolument pas développer d'anticorps. Et on sait qu'il y a des facteurs de risque indépendants de non-réponse à la vaccination, que sont le tabagisme actif, le sexe masculin, un âge supérieur à 40 ans ou l'obésité. Et évidemment, si on cumule plusieurs de ces facteurs, on augmente le risque de non-réponse. Et il faut bien voir qu'en cas de non-réponse, le risque est strictement identique à quelqu'un qui n'a pas été vacciné. Donc si on se blesse, on peut avoir jusqu'à une chance, si je puis dire, sur 2, de se contaminer par le virus de l'hépatite B si le patient source est porteur de ce virus. Alors l'autre question qui peut se poser, c'est qu'une fois qu'on a été vacciné, y a-t-il besoin de rappel pour maintenir un niveau d'immunité suffisant pour être protégé? Quand on est immunisé, c'est-à-dire qu'on a développé un taux d'anticorps supérieur à 10 unités, on estime à l'heure actuelle, en fonction des données scientifiques disponibles, qu'il n'y a pas de besoin de faire un rappel de la vaccination. On est protégé à vie en l'état actuel des connaissances. Si on est non immunisé, il faut augmenter le nombre d'injections. La vaccination initiale en comprend 3, on peut monter jusqu'à 6, j'y reviendrai. Mais si on arrive à obtenir une immunisation, même s'il a fallu 6 injections, on est protégé, on n'a pas besoin de rappel. Le seul cas où on peut avoir besoin de rappel, même si on est immunisé, c'est si on est insuffisant rénal chronique dialysé, et auquel cas, il faut faire une sérologie annuelle au patient. Et si le taux d'anticorps anti-HBS descend en dessous de 10 unités par litre, il faut faire un rappel. Alors, pour synthétiser un petit peu tout ça, si on est un professionnel de santé, ou si on s'inscrit à une école qui prépare à une de ces professions, il va falloir se poser la question, est-ce que la vaccination est complète? Si elle n'est pas complète, il faut la compléter, il faut obtenir les 3 injections, voire monter un petit peu plus à 6 injections. Si elle est complète, il faut faire un dosage du taux d'anticorps anti-HBS. Si ce taux d'anticorps est supérieur à 100 unités, on est protégé à vie et il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Si ce taux d'anticorps est inférieur à 100 unités par litre, il faut faire un dosage du taux d'anticorps anti-HBC parce que certaines personnes peuvent être porteurs de l'anticorps anti-HBC, peuvent éventuellement être même contaminées par le virus, être toujours porteurs de l'antigène HBS et néanmoins avoir un petit taux d'anticorps anti-HBS. Donc, on recherche l'anticorps anti-HBC. S'il est indétectable, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été contaminé par le virus, la souche sauvage, et qu'on a des anticorps anti-HBS qui sont supérieurs à 10, on est protégé, on n'a pas été infecté et on considère qu'on est immunisé à vie. Si le taux d'anticorps anti-HBS est inférieur à 10, ça veut dire qu'on n'est pas protégé, ou qu'éventuellement on a été protégé, que les anticorps ont baissé, et auquel cas on peut considérer qu'on est immunisé, mais quand on a un dosage unique d'un taux d'anticorps anti-HBS qui est négatif, on ne peut pas savoir si la personne a répondu et n'a plus d'anticorps mais est protégée via son immunité cellulaire ou n'a jamais répondu à la vaccination. Dans ce cas-là, on fait une dose additionnelle de vaccin, on contrôle le taux d'anticorps à 6 semaines, et puis si on obtient un taux d'anticorps supérieur à 10, la personne est immunisée, on s'arrête là. Si on n'arrive pas à l'immuniser, on refait des injections vaccinales jusqu'à 6, voire éventuellement 7 injections, pour arriver à obtenir un taux supérieur à 10 unités. Parfois, malheureusement,
on est face à un vrai non-répondeur et le taux d'anticorps ne montera pas. Et cette personne, ça veut dire qu'il faudra la surveiller pour voir si, malheureusement, elle ne s'infecte pas par le virus. Et évidemment, il faut appliquer des mesures de protection. Alors, la situation est différente si l'anticorps anti-HBC est présent. Ça veut dire qu'il y a eu une contamination. Et donc, on va se poser la question, est-ce que cette contamination par la souche sauvage du virus est passée, que la personne est guérie, ou si l'infection est toujours en cours? Donc, on va rechercher l'ADN, charge virale, et on va rechercher l'antigène HBS. Si les deux sont négatifs, on considère que la personne est guérie. Si l'antigène HBS est positif ou la charge virale est détectable, là, il va falloir se poser la question de est-ce qu'on est face à une hépatite B chronique active et surveiller ou prendre en charge selon le résultat de ces deux éléments, mais se poser également la question, si on est face à un soignant, quelle est la réalité du risque de transmission soignant-soigné, puisqu'il faudra éventuellement proposer des restrictions d'activité. Le vaccin contre le virus de l'hépatite B, on l'a vu, est obligatoire pour les soignants. Il est recommandé pour un certain nombre d'autres professions, et vous le voyez ici. Alors c'est un petit peu long comme formulation, c'est celle du calendrier vaccinal. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que toute profession dans laquelle il existe une possibilité de contact avec le sang peut bénéficier d'une vaccination contre l'hépatite B à titre de protection. Et vous voyez, à titre indicatif, un professionnel de santé libéraux. On peut se poser la question, pourquoi les professionnels de santé libéraux, la vaccination n'est que conseillée et est obligatoire pour les salariés? En fait, c'est parce que pour les salariés, on a les moyens de le vérifier, pas pour les libéraux. Donc pour les libéraux, il faut vraiment considérer que la vaccination est obligatoire. Et de toute façon, ils ont été étudiants à un moment ou à un autre, forcément, et donc ils ont dû bénéficier de la vaccination. Les secouristes, les gardiens de prison, les éboueurs, les égoutiers qu'on a déjà cités, les policiers, les tatoueurs et autres, pour ceux-ci, on peut recommander la vaccination contre l'hépatite B. Alors vous le savez, il y a eu beaucoup de débats sur les effets secondaires potentiels de la vaccination contre le virus de l'hépatite B, notamment en termes de sclérose en plaques. Et il y a eu 2 études qui ont été publiées dans le New England Journal of Medicine en 2001 qui ont à peu près réglé cette question-là. L'une qui a montré que chez des sujets ayant une sclérose en plaques, la vaccination n'induisait pas, ou en tout cas pas de manière détectable épidémiologiquement, de nouvelles poussées de sclérose en plaques. L'autre étude qui a montré que chez des sujets n'étant pas atteints de sclérose en plaques, le fait d'être vacciné n'augmentait pas le risque de développer une première poussée de sclérose en plaques. D'ailleurs, les neurologues, dans 2 conférences de consensus successives, se sont prononcés pour dire que la sclérose en plaques, antécédent familial ou personnel, n'est pas une contre-indication à la vaccination contre le virus de l'hépatite B. Et évidemment, chez les soignants et la haute autorité de santé qui s'appelait auparavant ANAES, c'est-à-dire Agence nationale d'accréditation des établissements de santé, s'est prononcé également pour dire que le rapport bénéfice-risque de cette vaccination chez les soignants restait éminemment favorable. Autre vaccination obligatoire, diphtérie, tétanos, polio, typhoïde, sur laquelle je ne reviendrai pas puisque ça ne concerne que les personnels de laboratoire. Alors on peut se poser la question, est-ce que diphtérie, tétanos, poliomyélite sont vraiment un risque professionnel? Pour la diphtérie, ça n'est plus le cas. Il n'y a quasiment plus de diphtérie en France, un cas autochtone à Paris il y a plusieurs années. Donc ça n'est plus un risque professionnel documenté pour les soignants. Le tétanos, ça peut concerner certains soignants, notamment en médecine de catastrophe, pour lequel évidemment il peut y avoir une exposition lors d'interventions sur des zones de catastrophe au tétanos, et donc la vaccination est tout à fait justifiée. C'est également un risque documenté pour les personnels de sécurité publique, pour les personnels en agriculture, on peut tout à fait comprendre pourquoi. On considère que ça reste également un risque théorique pour les employés de l'industrie des déchets. Donc, je vous rappelle que la vaccination contre le tétanos est obligatoire pour les soignants, elle n'est que conseillée pour les autres. Quant à la poliomyélite, vous le savez, la poliomyélite, heureusement, disparaît progressivement, mais il reste des zones d'endémie. Donc, lorsqu'on exerce en métropole comme soignant, il n'y a pas vraiment de risque de se contaminer par le virus, mais ça fait partie quand même de la vaccination obligatoire des soignants. Autre vaccination obligatoire, même si elle n'apparaissait pas en tant que telle dans l'article 3111.4 du Code de santé publique, la tuberculose. Alors, la tuberculose a tendance à diminuer en France, mais cette diminution globale masque des disparités qui sont importantes, et vous le voyez sur cette diapositive.
un des gros facteurs de risque, c'est le fait d'être né à l'étranger, dans des pays où l'incidence de la tuberculose et la prévalence de la tuberculose sont élevées. Et vous voyez ici que le taux pour 100 000 d'une personne née en France versus née à l'étranger et arrivée depuis moins de 2 ans est extrêmement différent. Donc le taux actuel en France de 9 pour 100 000 masque cette grosse disparité entre les sujets nés en France et les migrants, en particulier ceux qui sont récemment arrivés d'un pays d'un pays qui est en zone d'endémie importante. Cet impact, ce fait que la tuberculose est importante chez les migrants peut expliquer, en fonction du taux de migration qui est différent dans les différents départements français, qu'on ait des disparités régionales. Et vous voyez que l'Île-de-France, mais également la région PACA, sont des zones où on a un nombre de tuberculoses pour 100 000 habitants très supérieur à la moyenne nationale. Est-ce que la tuberculose est un risque professionnel ? Eh bien, la tuberculose, c'est contagieux, vous le savez, et c'est contagieux pendant une période prolongée. On considère que 3 mois avant le diagnostic, jusqu'à 2 semaines après la mise en route du traitement, les sujets ont été ou sont contagieux. Pour les soignants, ça a été longtemps nié. L'ANEC disait que ça n'était pas un risque. Il a changé d'ailleurs d'avis quand, à force de réaliser des autopsies, il a attrapé une tuberculose. Et sur la fin de sa vie, il considérait bien évidemment que la tuberculose était un risque professionnel pour les soignants. Mais il y a eu encore des discussions jusqu'aux travaux de Wells et Riley dans la première partie du XXe siècle qui ont démontré que la tuberculose se transmettait et qu'elle se transmettait par voie respiratoire. Et il y a eu depuis de nombreux cas de contamination de soignants rapportés et des études épidémiologiques qui ont montré que, à niveau socio-économique équivalent, la tuberculose était plus fréquente chez les soignants que chez les sujets qui ne travaillaient pas en milieu de soins. Un des problèmes que vous connaissez, qu'on peut rencontrer, ce sont les BK résistants, multirésistants. Alors, ils ne se transmettent pas plus facilement, mais évidemment, si on les attrape, ils sont plus durs à traiter puisqu'ils sont multirésistants par définition, donc ils sont plus graves. Pas plus transmissibles, mais plus graves. Donc pour les soignants, il y a un risque absolument documenté. Il y a d'autres professions, et elles sont liées notamment au fait que ça va toucher une population particulière, des migrants ou des sujets exclus de la société ou un niveau socio-économique très faible, des sans domicile fixe par exemple. Et donc les sujets qui professionnellement s'occupent de ces personnes-là sont à risque d'attraper une tuberculose. Il existe un vaccin, vous le savez, le BCG. Alors le BCG offre une bonne protection contre des formes graves de tuberculose, mais une mauvaise protection, pas supérieure à 50%, pour la primo-infection ou la réactivation d'une infection pulmonaire latente. Ce qui explique que le Haut Conseil de santé publique s'est récemment prononcé pour une levée de l'obligation de la vaccination par le BCG pour les professionnels de santé ou des professions sanitaires et sociales. Vous le savez, cette obligation vaccinale a été levée déjà l'année dernière pour les enfants de moins de 6 ans accueillis en collectivité. Elle ne reste actuellement obligatoire que pour les soignants. Et donc cet avis du Haut Conseil de santé publique propose de lever cette obligation vaccinale et de ne réserver la vaccination qu'aux soignants qui exercent des métiers particulièrement exposés ou dans des zones où l'incidence de la tuberculose est forte. Cet avis n'évoque pas la place des IGRA, c'est-à-dire Interferon Gamma Release Assay, qui correspond en fait au nouveau test dont on dispose pour évaluer ex vivo le fait qu'un sujet ait été en contact avec le BK antérieurement. Donc ça, c'est en train d'évoluer. Ces nouveaux tests sont très intéressants. Ils ont une bonne sensibilité, une très bonne spécificité, puisqu'ils ne mesurent que l'exposition au BK et pas à d'autres mycobactéries, mais ils sont pour l'instant non encore remboursés et pas encore très utilisés en routine. Autre affection, et là on passe sur des vaccinations qui ne sont plus que conseillées, la grippe. Vous le savez, la grippe concerne les soignants. Il y a des épidémies qui ont été rapportées en milieu hospitalier, en maison de retraite. Alors, vous voyez ici quelques études chez les soignants qu'on ne va pas détailler outre mesure, mais ces études ont bien montré que le fait d'être soignant en période hivernale expose au virus de la grippe
et qu'on a jusqu'à 20, 30, 35% de soignants qui ont eu un syndrome grippal en période hivernale. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est supérieur à l'incidence dans la population générale ou pas? Certaines études semblent montrer que c'est supérieur, d'autres ne montrent pas de différence significative. Néanmoins, clairement, le fait d'être soignant expose à la contamination par le virus de la grippe. Il y a un vaccin contre le virus de la grippe, vous le savez bien. Ce vaccin, il a été montré dans plusieurs études qu'il était efficace pour limiter évidemment la grippe, pour limiter le nombre de syndromes grippaux, pour limiter le nombre d'arrêts de travail en période hivernale, dont on sait qu'une partie sont liés à des syndromes grippaux, liés au virus grippal ou para-influenzae. Donc ces différentes études sont intéressantes parce qu'elles montrent que les soignants sont à risque et que la vaccination permet de limiter ce risque. On dit beaucoup qu'il faut vacciner les soignants pour protéger les malades. Une méta-analyse récente, qui date maintenant de quelques années, publiée par la Cochrane Library, a bien montré qu'en fait, on ne dispose pas de preuves absolument irréfutables que la vaccination des soignants permet de limiter la mortalité ou l'incidence de la grippe chez les personnes âgées hébergées en institution. La conclusion de cette étude, qui est finalement assez logique, c'est que si on vaccine les soignants, c'est d'abord pour les protéger eux-mêmes, et ça rentre tout à fait dans le cadre de ces vaccinations en prévention des risques professionnels que nous traitons aujourd'hui. Le calendrier vaccinal concernant le vaccin contre la grippe précise que la vaccination est recommandée pour les professionnels de santé. Je viens de vous expliquer pourquoi. Les professionnels en contact régulier et prolongé avec les sujets à risque, parce qu'on estime qu'il est possible que ça réduise la mortalité des personnes âgées, même si vous l'avez vu dans la diapositive précédente, on n'a pas de preuves. Les personnels navigants des bateaux de croisière et des avions, c'est parce que le potentiel épidémique dans ces cas-là est important, puisque c'est un milieu confiné. Et les personnels de l'industrie des voyages qui accompagnent des groupes de voyageurs, là aussi, c'est pour éviter des épidémies de grippe chez des sujets qui sont éventuellement un peu loin des structures de soins. Autre maladie qui actuellement défraie la chronique, un sujet d'actualité, c'est la rougeole, puisque on a vu qu'il y avait une augmentation de la rougeole déjà dès la fin de 2008, qui s'est un petit peu accentuée en 2009, en 2010, et puis on voit là en 2011 une augmentation très forte. Alors les dernières données d'avril, début mai, semblent montrer un ralentissement, mais on ne sait pas comment cette épidémie de rougeole, puisque c'en est une, va évoluer dans les mois et les années qui viennent. Néanmoins, la rougeole revient très clairement. Et c'est tout à fait un risque professionnel. C'est une maladie qui se transmet non seulement par des gouttelettes, c'est-à-dire à courte distance, mais également par des gouttelettes qui se dessicquent, qui perdent de l'eau, qui deviennent beaucoup plus légères et qui restent en suspension dans l'air et qui donc peuvent disséminer à plus grande distance. Ce virus va survivre également sur les surfaces et si on met la main sur la surface contaminée, on contamine sa main. Si on la porte aux muqueuses, on peut se contaminer soi-même. Ce qui explique que cette étude américaine avait montré, alors maintenant ancienne, mais qui reste tout à fait valide, que le fait d'être soignant exposait à un risque de 18 fois supérieur à celui de la population générale d'attraper une rougeole. Donc vous voyez, c'est un risque professionnel tout à fait documenté. Il existe une vaccination que vous connaissez bien, qui a été introduite dans le calendrier vaccinal au début des années 80, vaccination rougeole, puis vaccination rougeole, oreillon, rubéole. La deuxième dose n'a été recommandée qu'en 1996, soit entre 13 et 24 mois, soit en rattrapage des jeunes, et on s'est rendu compte que le fait de n'avoir qu'une seule dose ne protégeait pas suffisamment vis-à-vis de la rougeole, les soignants comme d'autres catégories d'individus, mais les soignants, en raison de l'épidémie actuelle et en raison du fait qu'ils sont exposés, doivent vraiment être immunisés. Et ceci a motivé un avis du Haut Conseil de santé publique de février 2011 qui a reprécisé que pour quelqu'un qui est né avant 1980, et donc vous voyez avant l'introduction du vaccin, qui n'a jamais été vacciné,
notamment dans l'adolescence, qui n'a pas d'antécédent de rougeole, qu'un antécédent de rougeole protège durablement contre la maladie, doit recevoir une dose de vaccin rougeole, oreillon, rubéole. Pourquoi une seule dose? Parce qu'avant 1980, la maladie circulait plus, le virus circulait plus, donc les gens étaient plus au contact, il y avait une immunité plus durable. Pour les sujets qui sont nés après 1980, il faut bénéficier de 2 doses de vaccin ROR. Ça n'est qu'à cette condition qu'on peut être protégé, et même avec 2 doses, les cas décrits en 2010 l'ont bien montré, même avec 2 doses, on peut éventuellement être contaminé, mais on réduit quand même très notablement le risque. Si il y a un comptage et qu'on a une sérologie négative, qu'on n'a eu qu'un vaccin, on peut éventuellement faire une dose de vaccin, et c'est rappelé dans cette diapositive. En post-comptage, c'est la 3e puce, dans les 72 heures, un soignant qui a été au contact avec un patient porteur du virus contaminant et qui lui-même n'est pas protégé, peut bénéficier d'une dose de vaccin trivalent le plus souvent. Alors, je vous rappelle que c'est un vaccin vivant, donc il ne faut pas le faire à une femme enceinte, il ne faut pas le faire à un immunodéprimé. Hein. Pour ces personnes-là, on peut éventuellement dans les 7 jours injecter des immunoglobulines. Mais le fait de vacciner dans les 72 heures en post-comptage permet de limiter le risque. Ça ne le supprime pas et c'est beaucoup moins efficace qu'une vaccination faite avant un comptage qui permettra de développer une immunité plus solide. Dans ce cas-là, on peut proposer cette vaccination. Quand on a des cas groupés de rougeole, et ce qu'on observe parfois actuellement, il faut faire un rattrapage et là, il faut arriver à 2 injections. Donc, il y aura 7 injections de vaccin trivalent en post-comptage, plus une 2e injection à la suite, même si le sujet, vous le voyez, est né avant 1980, parce qu'en situation de cas groupé, ça veut dire qu'il y a un virus qui circule, qui est tout à fait contaminant, et il faut vraiment protéger les personnes. Évidemment, on peut éviter tout ça en faisant 2 injections de vaccin trivalent chez l'enfant, et c'est vraiment ce qu'on doit promouvoir pour que les futurs soignants ou les futurs étudiants des professions de santé arrivent dans leurs études déjà protégés contre ce virus. Autre germe, autre maladie qui représente un risque en milieu de soins, la coqueluche. Là encore, c'est une maladie que vous connaissez bien. On avait tendance à dire que la coqueluche était une maladie de l'enfant. En fait, il faut bien voir que la coqueluche est une maladie de l'adulte qui va se transmettre à l'enfant. Et de nombreux adultes sont contaminés sans en avoir connaissance. Certaines études ont montré que chez des tousseurs chroniques adultes, toux supérieur à 2 ou 3 semaines selon les études, jusqu'à 30% de ces tousseurs chroniques sont contaminés par Bordetella pertussis, le germe de la coqueluche. Donc jusqu'à 1/3 des toux chroniques de l'adulte sont des coqueluches. Et on n'y pense pas, ils contaminent leur entourage et notamment les enfants, chez lesquels on peut avoir des formes graves. Alors est-ce que c'est un risque professionnel? Eh bien oui, il y a eu beaucoup de cas documentés chez les soignants, des cas isolés, où on a pu confirmer par analyse, typage moléculaire de la souche, que c'était bien la même souche qui se transmettait d'un patient à un soignant, une infirmière par exemple dans le cadre de cette étude. Il y a eu des épidémies très nombreuses qui ont été rapportées en milieu de soins, bloc opératoire, urgence pédiatrique. Donc très clairement, c'est un risque professionnel de contamination du patient vers le professionnel. La coqueluche peut se transmettre du patient au soignant, mais peut également se transmettre du soignant au patient, c'est la transmission soignant-soigné. Là encore, vous voyez que la description n'est pas récente, première description dans le Journal of the American Medical Association en 1972, et beaucoup de cas ont été rapportés depuis, mais il faut bien voir que dans la plupart des épidémies qui ont été décrites de coqueluche en milieu de soins, il y a toujours plus de soignants atteints que de patients. Donc c'est vraiment une maladie qui va se transmettre entre soignants ou de patients à soignants et qui va souvent beaucoup plus atteindre les soignants que les patients. Et vous avez ici une comparaison des différentes études récentes publiées sur ce sujet. Nous avons eu à Rouen, c'est la dernière puce de cette diapositive, une épidémie en 2005, et
nous avons observé 37 cas chez les soignants, 0 cas chez les patients. Et vous voyez que les cas chez les soignants ne concernaient pas uniquement la pédiatrie, contrairement à ce qu'on pourrait penser a priori, mais la rhumatologie, la chirurgie cardiaque, évidemment la pédiatrie, la médecine du travail, puisque la plupart des cas venaient consulter en médecine du travail. Donc ça peut vraiment, cette chaîne épidémique de la coqueluche peut s'épanouir dans tous les services d'un hôpital. Il y a une vaccination contre la coqueluche qui marche bien, et donc on peut se poser la question, qui on vaccine ? Eh bien, qui on vaccine, ça dépend de l'objectif que l'on se fixe, c'était une des premières diapositives. Est-ce qu'on vaccine pour protéger les patients? Est-ce qu'on vaccine pour protéger les professionnels? Dans les premières années d'apparition du nouveau vaccin contre la coqueluche, qui est un vaccin acellulaire, donc qui peut être fait chez l'adolescent, chez l'adulte, alors que le vaccin cellulaire complet qui existait jusqu'à la fin des années 90 ne pouvait être fait que chez l'enfant, il était trop mal toléré chez l'adulte. Donc au début, quand ce vaccin acellulaire est apparu, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, l'ancêtre du Haut Conseil de santé publique, a préconisé qu'on vaccine les personnels médicaux et paramédicaux, vous voyez, dans les services qui prennent en charge des patients à risque finalement. Et donc l'idée sous-jacente était vraiment de vacciner le professionnel pour limiter la contamination des patients. Il proposait également de vacciner les sujets qui étaient susceptibles de devenir parents dans les mois ou les années à venir, et puis les personnels de la petite enfance. Mais là encore, il y avait une perspective de prévention de la transmission à un patient, à un sujet fragile. Ceci a évolué et désormais on propose la vaccination, on doit proposer la vaccination à l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, puisqu'on a bien vu que tous les services pouvaient être touchés, que les soignants étaient souvent plus touchés que les patients. Donc il y a une vraie logique à proposer cette vaccination à tous les personnels et tous les étudiants des professions médicales ou paramédicales. Quand doit-on proposer ce vaccin? Là encore, quand le vaccin acellulaire est apparu pour l'adulte, il n'était disponible, enfin il n'est toujours disponible, que combiné à diphtérie dose réduite, tétanos, poliomyélite. Donc il avait été proposé de remplacer un rappel décennal, puisque vous savez que le rappel DTP se fait tous les 10 ans, de remplacer ce rappel décennal DTP par DTP coqueluche. Il y a eu des études ensuite qui sont parues, notamment celle de Halperin, qui a été l'étude principale qui a motivé le changement de proposition, le changement de doctrine. Cette étude avait montré que lorsqu'on fait un rappel DTP coqueluche, dans les mois, les années qui suivent une injection du vaccin DTP, on observe finalement un petit peu plus de réactions locales, mais pas de réaction sévère. C'est une revaccination qui est bien tolérée et ça aboutit à une nouvelle recommandation qui est que on propose le vaccin diphtérie, tétanos, polio, coqueluche aux soignants, aux étudiants des professions médicales ou paramédicales, dès lors qu'on a une vaccination DTP qui date de plus de 2 ans. Donc vous voyez qu'on peut raccourcir le délai de 10 ans entre le DTP et le rappel DTP coqueluche à 2 ans. Si on est en situation épidémique, c'est-à-dire qu'on a plusieurs cas de coqueluche dans un hôpital par exemple, on peut même réduire ce délai à 1 mois pour protéger les sujets qui n'ont pas encore été contaminés. Alors, cette vaccination contre la coqueluche, même avec ce nouveau vaccin acellulaire, n'a qu'une durée d'efficacité limitée, probablement pas supérieure à 10 ans, mais en l'état actuel des choses, en l'état actuel des recommandations, aucun rappel de cette vaccination n'est proposé. Donc un soignant par exemple, qui a eu un DTP, qui fait un rappel 2 ans plus tard avec un DTP coqueluche pour être protégé contre la coqueluche, va être protégé une dizaine d'années et on ne lui proposera pas de rappel. Il y a principalement 2 raisons à ça. La première, c'est qu'on ne sait pas encore que donnent ces différents rappels. Et la deuxième, c'est qu'on ne sait pas comment ces rappels que l'on fait maintenant chez l'adulte ou chez l'adolescent vont modifier la cinétique de la maladie dans la population générale. Donc il est probable que ces différentes recommandations soient amenées à évoluer. Autre germe, autre risque professionnel pour les soignants, la varicelle. Alors vous connaissez bien le virus varicelle zona du groupe herpès,
qui va donner une varicelle, qui va rester dans l'organisme, qui va pouvoir éventuellement donner un zona. Vous savez que la varicelle, c'est principalement une maladie de l'enfance, ça donne une éruption tout à fait typique, mais il y a malheureusement des formes adultes chez les sujets qui n'ont pas été infectés dans l'enfance, et ces formes adultes peuvent être graves, plus graves que les formes enfants, notamment chez la femme enceinte. Tout à l'heure, on a vu la coqueluche, les adultes font des formes plutôt moins graves que les enfants. Là, pour le virus de la varicelle du zona, les formes de l'adulte sont parfois plus graves que les formes de l'enfant. C'est un risque professionnel. Alors, beaucoup d'enfants, vous le savez bien, attrapent une varicelle dans leur jeune âge, et donc les sujets qui professionnellement sont au contact de ces enfants peuvent être exposés à ce virus, donc dans les crèches, dans les garderies, dans les centres hospitaliers, les services de pédiatrie ou d'urgence, les écoles primaires, les camps de vacances, voilà, les centres de protection maternelle et infantile. Donc il y a beaucoup de secteurs où les soignants peuvent être exposés au virus de la varicelle. Néanmoins, beaucoup de soignants sont protégés vis-à-vis de ce virus parce que c'est une maladie qui est très contagieuse, donc la plupart des soignants l'ont soit acquis dans l'enfance, soit ont été exposés plus tard au virus et ont fait une forme modérée qui éventuellement est passée inaperçue. Et vous voyez ici 3 études dans 3 zones géographiques différentes, une en Belgique, une en Italie, une à Los Angeles, faites dans les années 90-2000. Et les 3 montrent des résultats similaires. On a entre 98 et 99% des soignants qui sont protégés vis-à-vis de la varicelle parce qu'ils ont fait la maladie ou qu'ils ont été en contact avec le virus. Néanmoins, chez les sujets qui n'ont pas été en contact avec ce virus, qui ne sont pas protégés, on peut leur proposer une vaccination, c'est un virus vivant. Alors, cette vaccination présente un certain nombre de risques. Bon, déjà, virus vivant, donc on ne vaccine pas une femme enceinte, un immunodéprimé, comme tous les vaccins vivants. Mais il a été décrit avec cette vaccination des varicelles mineures, puisque ce qu'on injecte, c'est un virus de la varicelle atténué mais vivant, des transmissions de la souche vaccinale, heureusement c'est resté tout à fait exceptionnel. Alors ce qui peut arriver par contre de manière moins exceptionnelle, ce sont des rages, des éruptions cutanées post-vaccinales, 5% après la première dose, 1% après la deuxième dose, puisque ça nécessite 2 injections vaccinales. Ces éruptions sont en fait des varicelles mineures. Le sujet présente une éruption cutanée, excrète le virus de la varicelle à la fois au niveau de ses lésions cutanées, mais aussi dans les voies respiratoires, et donc est potentiellement contaminant. Si c'est un soignant, il ne doit pas travailler au contact de patients susceptibles d'avoir une forme grave de varicelle si, à la suite d'une vaccination, il fait une éruption. Par ailleurs, je vous rappelle que pour un risque théorique de syndrome de Rey, en post-vaccinal, il faut éviter les salicylés pendant 6 semaines. Donc en pratique, pour le virus de la varicelle, on va proposer cette vaccination aux professionnels de santé, qu'ils travaillent ou qu'ils soient étudiants, plutôt en priorité dans les services qui accueillent des sujets à risque de formes graves, immunodéprimés, donc gynéco-obstétrique, néonatologie, service de maladies infectieuses. Mais on doit finalement le proposer à tout soignant parce que c'est un risque professionnel. Alors, comme on l'a vu, beaucoup de soignants sont protégés vis-à-vis de ce virus, on ne va pas les vacciner d'emblée, on va d'abord regarder dans le carnet de santé s'il y a un antécédent de varicelle ou si éventuellement on a des cicatrices cutanées d'une varicelle ancienne. Si on n'a pas d'antécédent de varicelle, on fait une sérologie. Si la sérologie s'avère positive, on s'arrête là, il n'y a pas besoin de vacciner le soignant. Si la sérologie est négative et qu'on n'a pas ces antécédents de varicelle, là on va proposer la vaccination. Dernier germe à risque pour les personnels de soins, le méningocoque. Alors, est-ce vraiment un risque pour les personnels de soins? Eh bien, vous savez qu'il y a une incidence en France qui est de l'ordre de 1,2, 1,3 pour 100 000 habitants, principalement du méningocoque B, avec quelques zones où on a une incidence très supérieure, et c'est le cas à Dieppe, par exemple, en Haute-Normandie, dans le département où est fait ce cours. On a un nombre de cas d'infection à méningocoque B qui est important, et puis parfois, il y a des épidémies, notamment en Afrique subsaharienne, notamment dans la région de la Mecque. Vous voyez, on atteint des incidences de 1000 pour 100 000, c'est-à-dire très très supérieures à ce qu'on observe en France globalement. Ça, c'est pour la population générale.
Il y a eu des cas rapportés chez les soignants, des cas secondaires. Il y a eu un cas rapporté chez une infirmière, il y a eu un cas rapporté chez un pédiatre, il y a eu quelques cas rapportés dans des laboratoires à la suite de bris, par exemple, de flacons contenant des sécrétions ou du sang, puisqu'il y a une bactériémie, donc le sang peut être potentiellement contaminé. Et donc, ces cas qui ont pour certains été graves sont restés très exceptionnels. On considère que c'est donc un risque faible pour les soignants. Alors, y a-t-il une indication à vacciner à titre systématique les soignants? Non, puisque le vaccin ne protège pas contre le méningocoque B et que le nombre d'affections chez les soignants liées à leur exercice professionnel est absolument exceptionnel. Néanmoins, on peut le proposer, et ça n'est absolument pas obligatoire, au personnel de laboratoire qui s'occupe de rechercher ce germe. L'autre question, et des recommandations anciennes faisaient état de la nécessité, en cas de contact avec un patient porteur d'un méningocoque, de se faire vacciner. Alors, le vaccin est effectivement indiqué dans la population générale chez les sujets contacts dans les 10 jours qui suivent l'hospitalisation, à cause du risque potentiel de recontact. Néanmoins, en milieu de soins, vous le savez, l'infection à méningocoque est une urgence, les sujets sont mis sous antibiothérapie et on sait qu'une antibiothérapie adaptée va éradiquer le portage en moins de 24 heures, donc il n'y aura pas de recontact et il n'y a pas d'indication en milieu de soins en post-comptage à proposer une vaccination. Il faudra proposer éventuellement une chimio-prophylaxie à base de rifampicine ou d'autres molécules, mais pas d'indication à la vaccination en post-comptage. Actuellement, calendrier vaccinal 2010, 2011 également, le vaccin méningocoque conjugué, qui est un vaccin récent, est proposé chez les nourrissons et on peut le proposer à des sujets adultes, indépendamment du risque professionnel, en rattrapage pour avoir une bonne couverture de la population générale. Ce qu'on ne maîtrise pas, c'est que va donner ce nouveau vaccin sur l'évolution de la maladie, puisque on sait que ce vaccin conjugué C, ce qui n'est pas le cas du vaccin AC ou du vaccin ACYW135, entraîne une bonne réponse immunitaire au niveau des muqueuses et entraîne une limitation, une réduction du portage à 1 an, mais on ne sait pas quelle est la durée de cet effet, et donc on ne sait pas quelle va être la conséquence de tout ça sur la dynamique de la maladie. Donc ça reste vraiment un sujet qu'il faudra vérifier. Si on sort du milieu de soins, plus ou moins, on peut s'intéresser à la vaccination contre l'hépatite A ou à la maladie hépatite A. Alors vous le savez, et c'est visible sur cette diapositive, de moins en moins de sujets jeunes sont protégés vis-à-vis de l'hépatite A dans les pays développés. Là, vous avez des données sur l'Europe de l'Ouest, parce qu'avec l'amélioration des conditions d'hygiène, de moins en moins de sujets jeunes sont exposés à ce virus. Vous voyez que ça évolue encore entre 1990 et 2005, et pour un sujet d'une trentaine d'années, vous voyez qu'en 1990, à peu près 35% avaient rencontré le virus et moins encore en 2005. Donc la plupart des jeunes ne sont pas protégés vis-à-vis de ce virus. C'est pourtant un risque professionnel documenté dans un certain nombre de professions. Alors est-ce que c'est un risque professionnel pour les soignants? En fait, non. Globalement, les études ont montré qu'il n'y avait pas chez les soignants plus d'hépatite A que chez des sujets de niveau socio-économique équivalent. Est-ce qu'on doit recommander la vaccination chez les soignants? Ça n'est pas forcément nécessaire, d'autant plus que des précautions standards, c'est-à-dire le lavage des mains simple, l'utilisation des gants, permet d'éviter de se contaminer par ce virus qui, vous le savez, a une transmission dite fécale-orale. Ce n'est pas le cas pour les personnels en contact avec les eaux usées, où là, il y a eu un grand nombre d'études, y compris françaises, qui ont montré qu'il y avait un excès de risque significatif chez ces professionnels, alors lié éventuellement à une insuffisance des mesures d'hygiène, comme le lavage des mains, mais lié aussi parfois à l'aérosolisation des eaux usées, qui va entraîner une possibilité d'exposition par inhalation qu'il est là plus difficile de prévenir. Donc, pour ces professions-là, on peut proposer la vaccination. Alors, la vaccination, c'est un vaccin inactivé qui nécessite 2 injections. Comme pour l'hépatite B, finalement, il y a eu une évolution des connaissances et on estime maintenant que
une fois qu'on a été correctement vacciné, il n'y a pas de nécessité de faire un rappel. L'autre possibilité, l'autre indication du vaccin contre le virus de l'hépatite A, c'est la prévention de la transmission aux autres. Et donc, indépendamment du fait de travailler en milieu de soins, on a vu que ce n'est pas un excès de risque de travailler au contact des eaux usées, on peut proposer la vaccination pour limiter la transmission aux autres. Et c'est pour ça qu'on peut la proposer au personnel de crèche, par exemple, ou au personnel de restauration. Il y a eu des épidémies qui ont été décrites à partir d'un seul individu porteur du virus, excrétant le virus, contaminant les aliments, qui a pu contaminer plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de personnes qui consommaient les aliments qu'il préparait. Donc c'est à ce titre-là qu'on peut proposer la vaccination à ces personnels de restauration, tout en sachant que là encore, une application stricte des mesures d'hygiène les plus basiques permet d'éviter ce type de contamination. Dernière pathologie qui peut représenter un risque professionnel et pour laquelle on dispose d'une vaccination, c'est la leptospirose. Alors la leptospirose, c'est une maladie liée à des leptospires, qui sont des spirochètes. Les leptospires, ça comprend beaucoup de sérogroupes, beaucoup de germes différents, dont Leptospira interrogans. Vous voyez approximativement 230 sérovars, 23 sérogroupes. Bon. Donc, beaucoup de germes différents, si je puis dire, au sein de ce groupe, et un certain nombre qui sont pathogènes pour l'homme, parfois très pathogènes. Et vous voyez que cette zoonose entraîne à peu près 500 000 cas par an, avec une mortalité de 5 à 20%, ça c'est le nombre de cas dans le monde. Donc, ce n'est pas du tout une maladie exceptionnelle. Plutôt dans les pays à climat chaud, mais en France, on observe des cas de leptospirose. Alors, 200 cas en 2009, c'est variable selon les années, ça peut monter à 300, 400 cas. Il y a beaucoup plus de cas en Outre-mer, mais c'est évidemment lié au fait que le germe va survivre plutôt dans les climats chauds, ce qui explique qu'il y a plus de cas en Outre-mer. Et cette maladie ne se transmet pas, comme on le pense parfois, par des morsures de rats, ce n'est pas tellement le problème. C'est plutôt que les mammifères qui peuvent être infectés, et vous le voyez, ça concerne des rongeurs, mais aussi des chiens, des chevaux, du bétail, vont excréter le germe dans leurs urines. Ce germe va aller contaminer les sols, mais il ne va pas y survivre, les eaux surtout, et il va pouvoir persister plusieurs mois, y compris en eau douce, même éventuellement des eaux non stagnantes, des eaux de rivière par exemple. Et si vous avez une brèche cutanée ou vous mettez une muqueuse, comme les yeux par exemple, dans une eau qui contient cette bactérie, ce germe, vous allez pouvoir être contaminé par leptospire. Ce qui explique qu'à l'heure actuelle, la plupart des cas de contamination sont liés au loisir. Le kayak, la baignade, la pêche sont les principaux facteurs de risque de leptospirose en France comme en Outre-mer. Mais il y a un certain nombre de cas qui sont professionnels, un tiers des cas à peu près sont professionnels. Et ça ne vous étonnera pas, vu les modes de contamination, que dans l'agriculture, les égoutiers, les ouvriers du bâtiment en extérieur soient les personnes les plus à risque de contamination. Alors pour prévenir ça, il y a une vaccination. C'est une vaccination qui ne protège que contre Leptospira ictero-hémorrhagiae, mais qui protège de manière limitée dans le temps. Donc ça nécessite des rappels tous les 2 ans. Donc vous voyez qu'on ne peut pas se fier uniquement à cette vaccination pour considérer que les personnels sont absolument protégés. Et donc ça ne doit pas dispenser des mesures de précaution évidentes que sont les bottes pour les égoutiers, que le port de gants, le lavage des mains absolument scrupuleux, protéger les plaies, voire une chimioprophylaxie dans un certain nombre de cas, notamment en Outre-mer sur certaines activités particulières. Donc c'est une vaccination qui est recommandée, vous le voyez, pour un certain nombre de professions qui vont être en contact avec ces eaux pouvant être contaminées par les leptospires. C'est obligatoire pour les égoutiers à Paris, mais c'est la seule catégorie professionnelle, si je puis dire, pour laquelle ça soit obligatoire, et ça n'est obligatoire qu'à Paris. En conclusion, sur ces vaccinations obligatoires conseillées en milieu professionnel, il faut poser la question aux patients: quel est votre travail? Et à partir de ça, déterminer quels sont les risques professionnels infectieux auxquels il est exposé, proposer une vaccination qui soit adaptée à ces risques,
en rappelant que ça ne se fait qu'en complément des autres mesures de protection, et ça ne dispense absolument pas du respect strict des mesures habituelles d'hygiène. N'oubliez pas, et on l'a vu dans les premières diapositives, que pour certaines professions, et ça concerne principalement les professions de soins, les écoles qui y préparent ou les professions dites sanitaires et sociales, cette vaccination est obligatoire et donc les sujets doivent être vaccinés et voire immunisés, c'est le cas de l'hépatite B où on va doser les anticorps, pour avoir le droit d'exercer leur profession, le métier de soignant. Les connaissances sur les vaccinations, sur les germes évoluent et il faut suivre l'évolution du calendrier vaccinal qui est publié tous les ans dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire. C'est gratuit sur le site de l'INVS. Vous avez ici l'adresse invs.santé.fr/BEH. Donc vous pouvez suivre, il y a toutes les semaines des informations intéressantes sur l'épidémiologie des maladies infectieuses. En termes de risques professionnels liés à des agents biologiques, le site de l'INRS et en particulier le site EFICAT, conduite à tenir en cas d'exposition à un agent biologique, est particulièrement intéressant. Et puis, mais c'est un site en anglais, le site des Center for Disease Control américains vous donne est une mine d'informations absolument inépuisable et c'est intéressant d'aller le voir pour savoir ce que vous pouvez trouver dessus. Voilà, j'espère que ce cours vous a apporté quelques éléments que vous pourrez utiliser face à vos patients, que vous pouvez utiliser pour vous, parce que typiquement en tant que soignant, vous l'avez vu, vous êtes exposé à un certain nombre de risques professionnels. Et donc, vaccinez-vous, protégez-vous et bon courage. Merci.